Bienvenue, nous sommes le 28 avril, voici le 12 minutes de TV5 Monde. Guillaume Soro a été ce mardi reconnu coupable de recel de deniers publics et de blanchiment par la justice ivoirienne. L'ancien Premier ministre et ex-président du Parlement ivoirien a été condamné à 20 ans de prison et une amende de 4,5 milliards de francs CFA. Le candidat à la présidentielle d'octobre prochain, qui n'était pas présent à l'audience, a par ailleurs été destitué de ses droits civiques pour une durée de 7 ans. Juste avant cette condamnation, la Cour africaine des droits de l'homme avait ordonné l'annulation de son mandat d'arrêt. Quelles seront les règles du déconfinement en France le 11 mai ? Devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre français a précisé les règles liées au déconfinement. À partir du 11 mai, sa mise en œuvre va reposer sur le triptyque protéger, tester, isoler. Nous allons devoir vivre avec le virus. Dès lors qu'aucun vaccin n'est disponible à court terme, qu'aucun traitement n'a à ce jour démontré son efficacité et que nous sommes loin d'avoir atteint la fameuse immunité de groupe, le virus va continuer à circuler parmi nous. Ce n'est pas réjouissant, mais c'est un fait. La date reste le 11 mai si le nombre de cas ne dépasse pas les 3000. Tous les commerces pourront rouvrir leurs portes, sauf les bars et les restaurants. Les déplacements de moins de 100 km ne devront plus être justifiés. Les grands musées, les salles de concert et de cinéma resteront fermées. Les rencontres sportives professionnelles ne reprendront pas. Une carte sera établie le 7 mai. Des départements en rouge pour un déconfinement limité, en vert pour un déconfinement plus ouvert. Les écoles en France rouvriront très progressivement à partir du 11 mai pour les maternelles et les primaires et du 18 mai pour les collégiens. Décision fin mai pour les lycéens. Le port du masque sera obligatoire. Des masques recommandés ou obligatoires également dans les transports en commun, selon les départements. Édouard Philippe a assuré qu'il n'y aura pas de pénurie. Par ailleurs, à partir du 11 mai, 700 000 tests de dépistage seront réalisés toutes les semaines. Cyril Ramaphosa a affirmé que cette crise sanitaire était une opportunité pour construire une nouvelle société plus équitable. Le chef de l'État sud-africain a évoqué la situation de certains qui vivent le confinement avec un frigo plein, tandis que bon nombre dans le même pays luttent pour survivre. À Djouba, les femmes qui attendent les distributions de nourriture du Programme alimentaire mondial ont dû apprendre les gestes barrières contre le coronavirus. À leur situation très difficile, s'est ajoutée aujourd'hui une pandémie mondiale qui peut les frapper, mais aussi remettre en cause l'aide alimentaire. L'année dernière, nous avons dû nourrir 5 millions de personnes à cause des combats et des inondations. En 2020, nous avons déjà connu des invasions de criquets et maintenant, il y a la pandémie de Covid-19. La pandémie aggrave la crise alimentaire dans le monde, selon le Programme alimentaire mondial. En 2019, 135 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë, affectées par les conflits et les problèmes climatiques. Ce chiffre pourrait presque doubler à 265 millions de personnes en 2020. La récession économique attendue va engendrer une perte de revenus majeure pour les travailleurs pauvres et pendant ce temps, les transferts de fonds internationaux baissent lourdement. Et bien sûr, quand les ressources des pays donateurs diminuent, comment cela va-t-il se répercuter sur une aide internationale vitale ? Les organisations internationales redoutent déjà des restrictions à la vente des céréales par les pays producteurs. Ainsi, la Russie, premier exportateur mondial de blé, va suspendre ses ventes à l'étranger jusqu'au 1er juillet. De son côté, le Vietnam a mis des quotas sur ses exportations de riz, des mesures qui frapperont durement les États importateurs paupérisés par la crise. Tout va être désorganisé. Admettons que les bateaux continuent à arriver. Il faut déjà des dockers, des douaniers, des camions, etc., etc. Avec le Covid, c'est compliqué. La faim, c'est un phénomène silencieux des villages isolés du tiers-monde. Ça suffit pas de débarquer du blé à Dakar pour aller au fin fond du Burkina Faso. Avec le confinement est apparu un autre phénomène, la faim dans les villes. Chez les plus pauvres, vivant au jour le jour et ne pouvant cesser de travailler, des émeutes ont eu lieu en Afrique et en Amérique latine. Des familles ont pris l'habitude d'accrocher un tissu blanc ou rouge pour demander de l'aide, un signal de détresse qui pourrait demeurer bien après le pic de l'épidémie.
Quels sont concrètement les effets de la pandémie sur le continent africain? Quelles sont les perspectives et les solutions? Pour répondre à ces questions, TV5 Monde a rencontré Tidjane Thiam, l'ancien patron du Crédit Suisse et l'un des économistes les plus réputés du continent africain. Il fait partie de ceux que l'on surnomme les 4 fantastiques, désignés par l'Union africaine pour aider le continent à traverser la crise du coronavirus. Entretien. La crise économique a commencé avant la crise sanitaire. Parce que la nature des marchés fait que le mécanisme de transmission que sont les prix est instantané et que donc dès que la crise a commencé en Occident, les cours des matières premières, en particulier qui intéressent l'Afrique, se sont effondrés, que le tourisme s'est arrêté, que le transport aérien s'est arrêté, affectant aussi les exportations qui sont vraiment vitales de l'économie africaine, et que c'est un phénomène dont il faut vraiment parler, les transferts des migrants, des émigrés, ont également été durement frappés, et ça, c'est 5% du PIB de l'Afrique. Si vous prenez un pays comme le Nigeria, c'est 25%. Donc c'est un choc économique majeur avant d'être un choc sanitaire. Comme vous l'avez dit, certaines économies africaines sont beaucoup moins intégrées à l'économie mondiale que d'autres, ce qui les handicape parfois, mais aussi dans une situation comme celle du coronavirus, les protège. Mais il faut faire, je pense, preuve de la plus grande humilité et de la plus grande prudence dans cette affaire, parce que les chiffres sont bas, mais ils augmentent rapidement. Et le pire ennemi dans cette affaire, c'est la complaisance. Il vaut mieux être trop armé et trop préparé que pas assez. C'est presque une situation tragique, vraiment, parce que nous sommes frappés en Afrique au moment où vraiment les choses commençaient vraiment à décoller. Et où on avait la Banque mondiale qui disait que rapidement, 5% des Africains seraient dans la classe moyenne mondiale. Et donc ce tsunami nous frappe à un moment terrible. Tous les phénomènes qu'on vient de décrire, baisse des recettes de l'État, parce que la démographie, elle ne va pas s'arrêter. Donc l'État est face à des recettes en chute libre, mais des dépenses qui sont en croissance. Et donc cet effet de ciseau est terrible. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment trouver un moyen de passer cet écueil. Et c'est là que donc l'action qu'on mène sur la dette est très importante. On est parti sur cette idée de moratoire parce que c'était un ballon d'oxygène. C'est évident pour tout le monde. Ce n'est pas une solution durable. Mais quand on est face à un choc de cette ampleur, de cette nature, il fallait trouver quelque chose sur lequel la communauté internationale puisse s'entendre, qu'on fasse rapidement et qu'on se donne le temps maintenant de trouver des solutions permanentes. En attendant des solutions permanentes pour l'Afrique, il faut bien que l'activité reprenne, notamment dans les pays les plus fragiles. C'est le cas au Burkina Faso, où le marché central de Ouagadougou vient de rouvrir ses portes, bien plus qu'un symbole, une véritable nécessité dans un pays où 40% de sa population vit sous le seuil de pauvreté. L'économie informelle dans notre pays constitue 49% de notre PIB et plus de 90% des Burkinabés exercent dans ce secteur-là. Et enfin, elle revêt aussi un caractère social. Le marché central, c'est non seulement le poumon économique de la capitale, mais bien plus encore. Il offre du travail à près de 30 000 personnes. Et par effet domino, le rouvrir, c'est aussi participer à la relance de l'économie nationale. Le marché alimente en effet ceux des autres villes. Ça nous permettra bientôt de travailler à la reprise des activités au niveau des transports. Ça nous permettra de travailler bientôt à la reprise des activités au niveau des Matiéba. Ça nous permettra donc, si nous arrivons à vaincre très rapidement la maladie, à lever les autres mesures. Il ne faut pas que l'ouverture du marché devienne un point noir dans ce processus qui est déjà enclenché. L'épidémie vient couper un élan économique initié ces dernières années et les prévisions sont revues à la baisse. La croissance ne devrait pas dépasser les 2% cette année, contre les 6,3% initialement prévus, d'autant que cette crise sanitaire vient se greffer à une crise sécuritaire et humanitaire depuis la multiplication ces dernières années des attaques djihadistes. Présidentielle, législative, municipale, la campagne officielle est lancée au Burundi en vue des scrutins du 20 mai, comme si le coronavirus n'existait pas. À Bugandana, dans le centre du pays, le parti au pouvoir a fait venir des milliers de personnes. Quelques gouttes de liquide pour se laver les mains au passage, de l'eau et du savon prévus par la commission électorale avant de replonger dans la foule. Pierre Nkurunziza, qui a renoncé à un 4e mandat en juin 2018, après avoir fait modifier la Constitution, est venu adouber son héritier. Je voulais vous dire qu'en tant que président de la République du Burundi, je soutiens à 100% notre candidat.
Le général évariste Ndayishimiye, rencontré dans le maquis en 1995 pendant la guerre civile. Nous allons faire un autre pas vers la prévention de la santé publique en prenant soin de la population, en les protégeant contre des pandémies et en les soignant quand ils ont attrapé des maladies. Ni l'un ni l'autre ne mentionne le coronavirus qui rôde ici aussi pourtant. L'opposition incarnée par Agathon Rwasa, l'ancien chef rebelle, n'a pas renoncé non plus au grand rassemblement, ici à Ngozi, même si elle accuse le pouvoir de minimiser l'épidémie pour maintenir les élections. Lui s'en remet à Dieu. Le coronavirus, c'est seulement Dieu qui nous en protégera. Il n'y a rien à espérer des hommes. Les Blancs savaient comment se laver les mains, ils sont très intelligents, mais tu vois bien qu'ils ont échoué. Dieu protecteur des Burundais, c'est la position officielle dans ce pays des Grands Lacs de 12 millions d'habitants. La vie politique continue malgré la contamination de 15 personnes et un mort officiellement. Bonjour le monde, bonjour TV5 Monde, je m'appelle Kali et je viens vous souhaiter tout le courage pour passer cette épreuve difficile et surtout je vous souhaite plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. On se verra bientôt, voilà, je vous embrasse. Je vous envoie une chanson qui s'appelle Cavale, c'est pour s'évader un petit peu. À très bientôt. Tu me manques, mon bébé. Tu me manques à en crever. Ce soir je cherche ton rire, tes larmes qui glissaient sans prévenir. Oh 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 oh. Peut-être que les rêves que tu avais pour moi, ils étaient pour toi, Cavale, ils étaient pour toi, ils étaient pour toi.